Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. À la une de votre journal, la baisse de la mortalité sur les routes, moins 7,1% le mois dernier. 23 vies ont été épargnées par rapport à 2013. La sécurité routière parle de l'été le moins meurtrier depuis 1948. Barack Obama veut intensifier la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Il vient d'annoncer son intention de mener des frappes aériennes en Syrie. Les États-Unis ont le soutien de la France. Nous verrons avec Dominique Derda quel rôle jouera notre armée dans cette mission. Nous parlerons aussi de cette étude du Secours populaire sur la précarité dans notre pays. L'association constate que la pauvreté s'étend et s'enracine, fait marquant de plus en plus de patients renoncent à se soigner faute d'argent. La chronique consommation de votre 13h est consacrée aujourd'hui aux centres commerciaux. Il y en a près d'1 millier en France. À Roissy, un des plus grands complexes jamais ouverts tarde à trouver son public. Margot Manière nous dira si oui ou non le principe de ces sites multicommerces plaît aux consommateurs. Et puis dans les 5 dernières minutes, vous découvrirez un artiste qui manie aussi bien l'humour que la baguette. Alain Choquette, illusionniste québécois, est sur le plateau avec quelques ustensiles, de quoi nous assurer un peu de magie dans ce journal. Mais d'abord, on débute ce journal avec l'un des plus beaux exploits du sport français. Hier soir, les Bleus ont décroché leur ticket pour les demi-finales du championnat du monde de basket. Une victoire aux dépens de l'Espagne, pourtant favorite de la compétition et qui évoluait surtout devant son public à Madrid. Grégory Naboulet. Davantage que ceux des vainqueurs, ce sont les visages des vaincus qui en disent long sur l'exploit de l'équipe de France. La grande équipe d'Espagne, considérée comme la deuxième meilleure nation de basket au monde, derrière bien sûr les États-Unis, est éliminée de sa Coupe du Monde devant son public. Les Bleus ont le triomphe modeste, pourtant ils viennent de signer l'une des plus grandes victoires du sport français. On a savouré pendant 1 minute après le match, maintenant c'est fini, on bascule complètement. On a une compétition à continuer. Il y a une demi-finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose d'historique. Battus de 24 points par ces mêmes Espagnols il y a une semaine, les Français avaient, paraît-il, aucune chance de gagner. Pourtant, avec une défense de fer et un mental d'acier, ils dominent la première mi-temps. En réussite sur les tirs de loin, mais aussi sous le panier. Les Français sentent qu'il y a un coup à jouer. Le fait qu'on ait perdu de 25 a quand même quelque part fait penser aux Espagnols que ça ne pouvait pas se produire, l'impossible ne pouvait pas se produire. On sait que l'impossible n'est pas français. Et le Français du match, c'est lui. Thomas Hurtel, 25 ans, le remplaçant de Tony Parker, grand absent de ce mondial. Le jeune meneur de jeu marque ce panier décisif en fin de match. Un coup de massue pour toute l'équipe espagnole. Privés de leur star, les Français ont montré qu'ils étaient avant tout une équipe. Presque un match parfait, je pense qu'on a montré une défense incroyable. Maintenant il faut finir avec Serbie et aller plus haut. Cela faisait 60 ans qu'une équipe de basket française ne s'était pas qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde. Un exploit historique qui attend désormais une suite, demain soir, face à la Serbie. C'est une bonne nouvelle très relative. La sécurité routière vient d'enregistrer une baisse de la mortalité de plus de 7% en France au mois d'août. 23 vies ont donc été épargnées par rapport à 2013. Les spécialistes précisent que cet été est surtout le moins meurtrier depuis près de 70 ans. Julien Chelin. Jamais la route des vacances n'a été aussi sûre, même si 299 personnes ont perdu la vie au mois d'août. C'est le chiffre le plus bas enregistré depuis la création des statistiques de la sécurité routière en 1948. Record également sur l'ensemble de l'été. Juillet et août totalisent 603 victimes de la route, soit 9,5% de moins qu'en 2013. Accidents corporels, nombre de blessés, la baisse se vérifie à tous les niveaux, en voiture comme à moto. Et surtout, elle se confirme année après année. L'été 2000 avait fait 1617 morts. Depuis, ce chiffre n'a cessé de chuter. Le ministère de l'Intérieur attribue ce succès aux campagnes de prévention et surtout aux contrôles menés par les forces de l'ordre. Seul bémol, sur les 8 premiers mois de l'année, la tendance reste à la hausse par rapport à l'an dernier, avec plus de 2000 personnes tuées sur les routes depuis le mois de janvier. Autre grand titre de l'actualité, le message lancé par Barack Obama aux djihadistes de l'État islamique. Hier soir, le président américain n'a pas caché son intention de vouloir détruire l'organisation terroriste. Il a notamment autorisé, et ce pour la première fois, des frappes aériennes en Syrie. Correspondance depuis Washington de Jacques Cardos. D'un pas volontaire, comme pour dire à quel point l'Amérique est déterminée, Barack Obama annonce que son pays est prêt à franchir
une nouvelle étape dans ce combat. Nous n'hésiterons pas à mener des actions contre l'État islamique en Syrie comme en Irak. C'est un des principes de base de ma présidence. Si vous menacez un Américain, vous ne serez jamais en sécurité. Le président fait allusion à l'exécution récente des 2 journalistes, sans oublier les dizaines de musulmans également victimes d'un groupe qui n'a, dit-il, rien d'islamique. Notre objectif est clair. Nous allons affaiblir et finalement détruire l'État islamique dans le cadre d'un effort antiterroriste constant et implacable. Et le président de jouer sur la crainte d'actions terroristes, y compris aux États-Unis. Nos services de renseignement pensent que des milliers d'étrangers, y compris des Européens et quelques Américains, ont rejoint ce groupe en Syrie et en Irak. Des combattants pourraient essayer de revenir dans leur pays pour conduire des attaques mortelles. Obama prépare l'opinion à une intervention longue, même si elle n'aura rien de comparable, dit-il, avec l'Afghanistan ou l'Irak de 2003. Cette campagne antiterroriste sera un combat sans relâche, impitoyable, contre l'État islamique en utilisant nos forces aériennes et le soutien au sol de nos alliés. Si 475 conseillers supplémentaires vont bientôt être envoyés à Bagdad, il n'est évidemment toujours pas question de troupes au sol. En tous les cas, côté américain, le traumatisme de la guerre en Irak est encore dans toutes les mémoires. Voilà pour ce combat que l'Amérique ne mènera donc pas seule. Plusieurs pays participeront à cette lutte contre l'État islamique. Les États-Unis ont notamment reçu le soutien de la France. Dominique Derda, bonjour. Vous êtes devant le ministère de la Défense à Paris. Sait-on déjà comment va se concrétiser l'appui de l'armée française ? On sait peu de choses, Nathanaël. Vous savez, les stratèges militaires n'ont pas pour habitude de révéler leurs plans avant la bataille. Ils sont donc très discrets quant à leurs préparatifs en cours. On adaptera nos moyens, dit-on à l'état-major, aux objectifs qui seront définis par le président de la République, qui est le commandant en chef des armées. Des conversations que j'ai pu avoir ici ce matin, il apparaît très clairement que dans cette grande coalition internationale qui sera très largement dominée par les Américains, les Français n'ont pas l'intention d'être des supplétifs, de faire de la figuration. Ils entendent bien choisir eux-mêmes leur propre cible et en assumer la responsabilité. De là à savoir combien d'appareils seront engagés et d'où ils partiront, franchement, c'est sans doute encore un peu tôt, même si on imagine que certains décolleront de la base militaire française qui se situe dans les Émirats arabes unis. Pour mémoire, je voudrais simplement vous rappeler que l'an dernier, au moment du lancement de l'opération Serval au Mali, les premières frappes ont été effectuées par un avion français qui avait décollé de Saint-Dizier, en Haute-Marne, à 3000 km de là. 3000 km, c'est à peu près la même distance qui sépare la France de l'Irak et de la Syrie. Dominique Derda, depuis le ministère de la Défense. Merci beaucoup, Dominique. Venons-en maintenant à cette course-poursuite mortelle la nuit dernière sur le périph' parisien. Un motard est décédé à 2 heures du matin alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Un agent des forces de l'ordre a également été blessé lors de cette intervention. Les suites du vol de cocaïne survenu cet été au 36 quai des Orfèvres. Les 52 kilos de drogue, vous le savez, n'ont pas été retrouvés. Le policier soupçonné d'être impliqué dans cette affaire est toujours en détention provisoire. Ce matin, en revanche, l'audit sur le fonctionnement des stupes a été rendu public et vous allez voir qu'il pointe du doigt notamment la sécurité au sein de la célèbre brigade. Stéphanie Pérez avec Bruno Giraudon. Comment les 52 kilos de cocaïne ont-ils pu disparaître des locaux de la brigade des stupéfiants en juillet dernier? Comment un policier a-t-il pu commettre ce vol, puisque c'est l'hypothèse la plus plausible? C'est ce qu'ont tenté de comprendre les inspecteurs chargés de l'audit du 36 quai des Orfèvres. Première conclusion, dans ces locaux trop vétustes, les accès ne sont pas suffisamment sécurisés. Des améliorations sont en cours, comme l'explique la patronne de la police des polices. Il s'agit à la fois de vidéoprotection, à savoir amélioration de la vidéoprotection existante, qui est une vidéoprotection déjà ancienne, installation de nouvelles caméras à haute définition. Le deuxième point, c'est les systèmes informatisés de contrôle d'accès avec mise en place de badges. Améliorer les moyens de surveillance. Mais pour la police des polices, dans cette affaire, il s'agit surtout de la défaillance d'un homme, le suspect présumé. Une faute individuelle, pas celle d'un service. Les conditions de recrutement devraient donc être renforcées pour éviter ces dérapages. Ce vol de 50 kg de cocaïne a constitué un choc. Notre souhait est aujourd'hui qu'il constitue un levier d'évolution, un levier d'amélioration pour et avec les policiers, qui en sont d'ailleurs les premiers demandeurs. Le policier mis en cause et incarcéré reste muet, la drogue est introuvable.
L'affaire est loin d'être éclaircie. Seule certitude, le déménagement du 36 dans des locaux flambant neufs prévus pour 2017 devrait solutionner certains problèmes de sécurité. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le résultat de cette étude du Secours populaire sur le niveau de vie des Français. L'association constate que la pauvreté s'étend et s'enracine. Après avoir payé leur loyer et leurs charges, des milliers de personnes ne disposent plus que de 5,60 € pour vivre, une précarité qui les incite à renoncer à certains soins de santé notamment. Voyez le reportage de Laetitia Legendre, d'Olivier Combe avec nos bureaux à Marseille et à Toulouse. Tout est là, le tricot par terre là. À 81 ans, toute la vie d'André tient dans son salon. Vous voyez, tout est là, à proximité, la télécommande. Cette retraitée devrait se faire opérer du genou, mais elle n'a pas les moyens de payer l'opération. Elle perçoit près de 600 € par mois de retraite. Insuffisant, même avec l'aide des bénévoles du Secours populaire. C'est vrai que c'est énorme. Hein. Ce que m'on demandait pour la prothèse, quand il y avait 400 €. Prothèse du genou. Pour la prothèse du genou. Maintenant, cette somme a augmenté. Elle est entre 400 et 600 €. Vous vous rendez compte, 600 €, comment voulez-vous, même en payant en un an, je n'arriverai pas à le payer, puis d'ici là, dans un an, où je serai. Une fois ses charges payées, il lui reste moins de 9 € par jour. André n'a pas le choix. L'an dernier, le médecin qui l'a opéré de la cataracte a accepté d'échelonner ses remboursements. Pour ces seniors, comme pour certains étudiants, se soigner devient un luxe. On doit renoncer à des soins de santé. On doit retarder au maximum des soins de santé. On doit s'endetter pour des soins de santé. C'est aberrant pour moi. Selon une enquête, 17% des personnes renoncent au moins une fois à voir un spécialiste. 9% retardent la consultation. Pour l'achat de prothèses dentaires, 19% renoncent, 13% retardent. Certains se tournent alors vers des centres de soins à bas prix. C'est le cas de cette retraitée. J'avais 5 implants à poser et on me proposait plus de 10 000 € pour ces 5 implants. Et ici, ça me coûte la moitié, un tout petit peu plus de la moitié. Donc, j'avais pas le choix était vite fait. Les soins dentaires ne sont pourtant pas une médecine de confort. On ne peut pas, en termes d'estime de soi, en termes de confort, on ne peut pas rester sans dents, c'est juste pas possible. Parce que si on hésite à sourire, ça peut créer des problèmes de santé. Les soins de Sylvie Desfaux vont s'étaler sur plusieurs années. Si elle n'avait pas trouvé cette solution, elle avait décidé de se tourner vers l'étranger. Dans ce contexte, le gouvernement est lui aussi en quête de nouvelles économies. Une piste pourrait obliger les communes qui disposent d'une forêt à financer encore un peu plus l'entretien des espaces boisés. Les maires concernés font savoir leur mécontentement. Voyez le reportage d'Aurélie Méraud et Jean-Pierre Pasteur dans une forêt des Vosges. Au cœur de la forêt vosgienne, Colroy-la-Roche compte presque autant d'habitants que d'hectares de forêt. 400 hectares pour 380 habitants. Une forêt qu'il faut entretenir. Frédéric Preissmann travaille pour l'Office national des forêts. C'est lui qui organise les chantiers. Et les feuillus, vous les couperez après? Ouais, après. Il y a trop de feuilles, parce qu'il y a plein de feuilles marquées. Parce que sinon, ils tombent là-dessus, je te dis pas. Garder les arbres intéressants aussi pour la biodiversité, des arbres à cavité, des choses comme ça. Ceux-là, on va les préserver. Essayer d'avoir la forêt, une forêt à la fois rentable économiquement, mais aussi accueillante pour le public, pour les oiseaux, pour la biodiversité. Voilà. C'est une gestion globale. Une compétence que les communes forestières doivent payer. Il y a 3 ans, ces 2 maires ont déjà augmenté leur participation financière à l'ONF. Aujourd'hui, l'État leur demande à nouveau de mettre la main à la poche. 50 millions d'euros sur 3 ans, c'est l'effort qui est demandé par Bercy. Les frais de garderie passeraient de 10% à 16% des revenus de la forêt. La taxe de 2 € pour chaque hectare de forêt gérée passerait à 14 €. C'est pas acceptable. On pourra pas. On a envie de faire confiance à l'ONF. On a envie parce qu'on a besoin de gens compétents. Mais si le coût qui nous est demandé par l'État pour mettre en place ce service est trop élevé, eh bien, les communes n'accepteront pas. En clair, les communes menacent de mettre fin au monopole de l'ONF pour la gestion des forêts et de faire appel à des prestataires privés. Une solution risquée aussi pour la forêt. Si vous voulez, si on ne regarde plus que l'argent dans cette affaire, vous voyez, qu'est-ce que devient la forêt? Qu'est-ce que devient toutes ces exigences environnementales? Une menace pour 2 700 000 hectares de forêt que se partagent les communes en France, soit 1/6 de la forêt française.
Oscar Pistorius déclaré non coupable du meurtre avec préméditation de sa petite amie. Après 18 mois de procédure, la justice sud-africaine reconnaît que l'accusé croyait bel et bien que sa vie était en danger lorsqu'il a tiré à travers la porte des toilettes. Explication Anne-Charlotte Tinet. C'est l'audience que tout le monde attendait. Après 6 mois de procès, la juge Masipa s'apprête à rendre sa décision. Dans la salle, Oscar Pistorius retient son souffle. L'accusation n'a pas réussi à prouver au-delà du doute raisonnable que l'accusé était coupable de meurtre avec préméditation. Dans la salle, l'accusé reste de marbre. Pas de meurtre avec préméditation. En clair, pas assez d'éléments pour prouver que l'athlète avait l'intention de tuer sa petite amie Riva Stinkem. La juge semble croire à sa version, celle d'un intrus caché dans les toilettes de leur villa de Pretoria. Mais le verdict n'a pas pour autant été rendu. La juge Masipa doit encore décider si l'athlète doit être condamné pour homicide involontaire ou tout simplement acquitté. La séance devrait reprendre dans l'après-midi et si Pistorius était jugé coupable, il ne connaîtrait la durée de sa peine que dans plusieurs semaines. Nous vous parlions hier des très violents orages qui ont frappé la région d'Aragon en Espagne mardi. Contrairement à ce que vous nous annoncions, ils n'ont pas fait de victimes, mais des dégâts matériels importants. Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage. En Espagne toujours, mais un petit peu plus à l'est, le référendum écossais renforce la détermination des indépendantistes catalans. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont prévu de se retrouver aujourd'hui à Barcelone afin de réclamer le droit de voter sur le maintien ou non de leur région dans l'Espagne. Arnaud Boutet. Le poing levé et une seule revendication. Indépendance pour la Catalogne. À quelques heures de la démonstration de force, on célèbre la Diada, fête catalane d'une province qui rêve de se hisser au rang de nation. Partout dans les villages, on cite l'Écosse, le référendum, le nouvel exemple à suivre. Je pense que notre gouvernement central va réagir comme l'Angleterre vis-à-vis de l'Écosse. J'espère qu'on va y arriver, qu'on votera et que le oui l'emportera. Les Catalans veulent se prononcer sur leur indépendance au mois de novembre. Madrid l'interdit, la région doit rester en Espagne. La Catalogne, déjà autonome, compte 7 500 000 habitants. Elle représente 20% de la richesse nationale et beaucoup ne veulent plus payer pour les autres provinces. Nous avons le sentiment que grâce à l'indépendance, les Catalans vivront mieux. On ne peut pas quitter les Espagnols en mauvais termes. On ne veut pas qu'ils deviennent nos ennemis. Un divorce consommé. En 2013, une chaîne humaine s'étale sur 400 km. Un an plus tôt, 1 million de personnes descendent dans la rue. Cet après-midi, 500 000 Catalans devraient une nouvelle fois chanter leur hymne pour l'indépendance, 300 ans après leur rattachement à l'Espagne. Retour en France où le prêt-à-porter féminin affiche une forme plutôt encourageante au regard de l'activité économique dans notre pays. Les professionnels constatent une progression des ventes légèrement supérieure à 1%, 1,3% précisément, pour le premier semestre. Simon Recotier avec nos bureaux à Montpellier et à Poitiers. C'est un bol d'air pour les enseignes de prêt-à-porter. Au premier semestre 2014 et pour la première fois depuis 6 ans, les ventes de vêtements féminins ont progressé. Plus 1,3%, une tendance qui pourrait se confirmer à la fin de l'année. Malgré la crise, les Françaises recommencent à se faire plaisir. Je passe en vitrine, je vois quelque chose et puis je rentre et je vais l'acheter, autant je vais acheter un autre article, mais j'ai pas vraiment un budget vêtements. Et la crise n'entame pas votre enthousiasme? Honnêtement, non. Je me lâche, mais modérément, faut faire en faisant attention, voilà. Et c'est le même constat chez les vendeurs. Je compare par rapport aux autres années. Et ça donne quoi? Un peu du plus. Du plus sur les derniers mois. L'hiver n'a pas duré. Donc un printemps précoce, c'est une saison qui est douce par anticipation et qui permet des achats de vêtements plus légers par anticipation. On a très envie de sortir de l'hiver, ça fait du bien d'avoir des coloris plus vifs et de s'habiller de façon légère. Résultat, les Françaises ont dépensé 183 € sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 7 € de plus qu'il y a un an. Et dans leur panier, des articles moins chers, le prix moyen des vêtements achetés recule de 3,3%. Là, vous allez craquer pourquoi là? Vous avez Là de vêtements? Non, 2 petits trucs, un petit haut à 3 € et une petite jupe. Quand on a un petit jean à 10 €, des t-shirts à 3-4 €, bon bah voilà, ça vous fait plusieurs tenues, on peut changer souvent. Les ventes progressent aussi sur Internet. Les Françaises ont consacré 15% de leur budget vêtements à des achats en ligne.
Et un grand nombre de ces vêtements sont bien sûr en vente dans l'un des nombreux centres commerciaux présents sur notre territoire, des sites gigantesques. Dans un instant, nous verrons avec Margot Manière si ce système commercial fonctionne. Mais d'abord, je propose de partir à la découverte d'un des plus grands centres jamais ouverts en France. Il se situe près de Roissy, s'étale sur 84 000 mètres carrés et tarde à trouver son public. C'est un reportage de Laura Zéphirin, Vincent Cruard et Philippe Maire. Au milieu des champs, à 5 km de l'aéroport de Roissy, un gigantesque centre commercial quasiment vide. En ce vendredi après-midi, très peu de clients dans les allées et quand on leur demande leur avis à l'extérieur, leurs réponses sont plutôt mitigées. C'est grand, on a l'impression que c'est un peu un Dubaï parisien, quoi. Ça fait pas très envie. Je suis allée qu'une fois, par curiosité, et je suis pas super conquise. Pourtant, il y a presque un an, le plus grand centre commercial jamais construit depuis 10 ans était inauguré en grande pompe. 200 boutiques, une vingtaine de restaurants, plus de 23 000 personnes présentes à cette occasion. Un début plutôt prometteur. Depuis, les clients semblent avoir déserté les lieux. Contactés, la direction n'a pas souhaité nous recevoir. Nous filmons alors en caméra cachée certains commerçants qui commencent à s'inquiéter. C'est très vide, souvent dans la semaine, c'est difficile de faire les chiffres. Difficile de faire du chiffre d'affaires quand chaque mois, c'est 30% de visiteurs en moins que prévu. Cette vendeuse de chaussures voit la grogne monter. Ah oui, tout le monde proteste à cause déjà que les loyers sont forcément chers et puis qu'il n'y a pas la clientèle en semaine. On est dans une zone industrielle, alors les gens qui sont dans les bureaux, ils travaillent, ils ne viennent pas dans l'après-midi faire leurs courses. Du côté des restaurants, même constat, des tables vides. On est loin du succès escompté. Il y a du monde au restaurant qui est entre 12h30 et 14h. Après, il n'y a plus personne. Le problème, c'est que c'était destiné aux touristes, mais ils ne viennent pas là. Vous avez 2-3 heures de transit, vous êtes touriste dans un pays. Est-ce que vous venez, prenez le risque de prendre une navette, venir dans le centre, repartir? Car la cible d'Aéroville, c'était d'abord les touristes. Des navettes gratuites ont même été mises en place depuis l'aéroport jusqu'au centre commercial. Un trajet d'environ 25 minutes, trop long pour les faire venir. Je suis sûr que c'est très bien, mais on n'a pas de temps. On a un avion à prendre. Ça n'a pas l'air d'être pratique de descendre de la navette, d'aller dans ce complexe. Je trouve que la localisation n'est pas bonne. C'est tout près de mon hôtel, mais si je ne dormais pas à côté ce soir, je ne serais pas venue ici. Mais selon ce spécialiste, il est encore trop tôt pour parler d'échec. Il n'est pas rare, voire même usuel, qu'un centre commercial qui se crée ait une courbe de progression qui lui permette, si il a en première année 8 millions de visiteurs, d'atteindre les 12 millions dans ce qu'on appelle la vitesse de croisière, c'est-à-dire au bout de 3 ans, 12 millions de visiteurs semble être un objectif réalisable. La direction envisagerait de promouvoir davantage le centre commercial dans les hôtels pour attirer les touristes. Voilà, et pour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ces centres, Margot Manière nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Margot. Bonjour. Alors on vient de voir le centre d'Aéroville tarde à trouver son public. En clair, il n'y a pas grand monde. Qu'en est-il des autres centres? Est-ce qu'ils répondent toujours aux attentes des Français? Eh bien, avec la crise et la concurrence d'Internet, la fréquentation baisse moins 1,7% l'année dernière. Mais c'est loin d'être la catastrophe. On peut même dire que le modèle des centres commerciaux résiste bien. En 2013, ils ont réalisé 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et regardez la courbe derrière moi, il y en avait 855 en 2008. Chaque année, il y en a en moyenne une dizaine de plus pour atteindre 933 le 1er janvier 2013. Nous sommes même le champion européen en termes d'ouverture. Margot, qu'est-ce qui plaît tant aux Français dans ces centres? Alors, ils plaisent encore aujourd'hui car ils ont su évoluer et copier ce qui fait recette aux États-Unis, c'est-à-dire tout trouver au même endroit. Dans les nouveaux centres commerciaux, on peut tout acheter, mais aussi déjeuner si on a un petit creux ou encore aller au cinéma. Bref, on peut aller passer son samedi là-bas en famille. Les centres, ils ont donc changé, Nathanaël, mais les motivations, elles, sont toujours les mêmes. Les clients y vont d'abord pour faire leurs courses alimentaires, ensuite pour renouveler leur garde-robe. La chronique conso de Margot Manière. Merci beaucoup, Margot. Un rêve maintenant, le rêve d'un adolescent, celui de partir étudier à l'étranger. Chaque année, des milliers de Français poursuivent leur cursus un petit peu partout dans le monde. Notre pays est également très convoité. L'association AFS Vivre sans frontières met en relation des jeunes avec des familles d'accueil. L'immersion est totale et l'échange aussi enrichissant pour l'invité que pour ses hôtes. Vous voyez le reportage en région parisienne de Lizzie Treux, Mathieu Régnier, qui ont suivi Otto, un étudiant finlandais de 17 ans.
Otto Nordin vient à peine d'arriver en France et il a le trac, comme avant une première. Bonjour, je m'appelle Otto, je suis en Finlande, j'ai 17 ans. Il a quitté son pays, ses proches, pour vivre pendant 1 an avec la famille Moreau. Bonjour Otto, bonjour la bise. Bienvenue. Il y a le cœur qui bat un petit peu là, donc c'est la première fois qu'on voit Otto. Je suis très content, mais nerveux aussi. Ce jour-là, ils sont 15 à découvrir leur famille d'accueil. Un programme mis en place par l'association AFS Vivre sans frontières. À la découverte d'un pays, d'une langue, enfin, pas encore. Pourquoi tu as choisi la France? Parce que j'ai étudié le français pendant plusieurs années, mais sans beaucoup de succès. Le français, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est ta nouvelle maison. Premier pas, sa chambre. Pour qu'il se sente chez lui, Suzanne, la petite dernière, lui a fait une surprise. Tervetuloa. J'ai mis notre chat qui dit bienvenue et bienvenue en finnois ou en finlandais. La famille accueille gratuitement ce jeune Européen. Toi, tu as la rouge. Le reste est pris en charge par l'association. C'est la 3e fois que les Moreau reçoivent un nouveau venu dans leur foyer. French wine, French cheese. C'est une super expérience. On le voit grandir, on le voit s'épanouir, on le voit découvrir la France, on le voit changer ses comportements, etc. Et puis pour nos enfants, c'est aussi une manière indirecte aussi de connaître une autre culture, d'accueillir l'étranger chez soi, c'est-à-dire ça, voilà, ça bouscule un peu les habitudes aussi. Si je voyageais en France tout seul ou avec ma famille, je ne sortirais pas de ma bulle, de ma propre culture. Je ne serais pas plongé dans la culture française. En plus de vivre au quotidien dans une famille française, il va aussi étudier. Ce matin, il fait sa rentrée en terminale littéraire. La pression monte. Nouvelle école, nouvelle classe. Non, vous ne mettez pas tout seul là, mettez-vous là plutôt. On va vous aider à suivre. Pour son premier cours, il commence fort. 2 heures de philosophie, en français évidemment. Nous sommes des personnes, des sceptiques qui doutent pour douter, ils n'arrêtent jamais de douter. C'est bizarre, car je ne comprends pas un mot. Mais je veux vraiment progresser en cours. Je ne veux pas rester assis là sans rien faire. Il lui faudra 2 à 3 mois pour être à l'aise en cours. Alors pour le moment, il compte sur l'aide de ses camarades. Est-ce que tu as une option? Oui. Otto ne passera pas le bac à la fin de l'année, mais il essayera d'atteindre le meilleur niveau possible. Pour la trompette, en revanche, ce sera plus compliqué. Voilà, on continue de parler études avec Julie Beckrich, notre spécialiste éducation. Julie, visiblement, la France attire toujours autant les étudiants étrangers. Toujours plus, Nathanaël. L'année dernière, 295 084 étudiants étrangers ont choisi la France pour leurs études, ce qui fait de la France un des pays les plus convoités au monde. Nous arrivons sur la 3e marche du podium, juste derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, et juste avant l'Australie et l'Allemagne. Ce qui attire les étudiants étrangers, c'est d'abord la qualité des enseignements, mais il y a aussi un argument économique, puisque les frais de scolarité sont plus modérés ici qu'aux États-Unis ou au Japon, par exemple. Alors Julie, justement, est-ce que l'on sait d'où viennent les étudiants qui viennent chez nous ? Alors presque la moitié des étudiants étrangers en France viennent du continent africain, le Maroc et l'Algérie en tête. Et ces dernières années, de plus en plus d'étudiants asiatiques sont eux aussi tentés par un parcours en France, particulièrement les étudiants chinois et indiens qui choisissent d'intégrer de grandes écoles de management ou de commerce. Alors les étudiants étrangers viennent en France, les Français, j'imagine, partent aussi à l'étranger. Exactement, Nathanaël. Les Français aussi sont curieux de découvrir le monde et de s'ouvrir l'esprit en allant étudier ailleurs. Ils seraient 78 000 à sortir de France chaque année pour aller où ? Surtout en Europe, grâce au programme Erasmus qui a fait partir 33 000 étudiants l'an dernier, la plupart vers l'Espagne et l'Angleterre. Et ça donne envie de refaire des études. Merci beaucoup, Julie. Une expérience maintenant, une expérience qui, j'en suis sûr, va vous couper le souffle. Que diriez-vous de quitter le confort de votre lit pour dormir à flanc de falaise, au-dessus du vide ? Une nuit plutôt insolite, désormais accessible au grand public. Ça se passe près d'Annecy, une chambre unique avec une vue imprenable sur le lac. Étienne Prigent avec Thierry Simonet. Les pieds à plat sur le rocher. Ah ouais, je suis bien là. C'est génial et on dirait wow. que ça fait toute ta vie. C'est super.
À 500 mètres au-dessus du lac d'Annecy, une vue imprenable et un groupe d'amis en quête de sensations fortes. Avec pour débuter, allez, fais-nous rigoler, Jérôme. Une toute première descente en rappel et en douceur. Bah, en fait, on est à l'aise, hein, une fois qu'on a pris le matériel, il a dit que ça tient. Pour moi, c'est bon, ça tient. Donc du coup, je me sens bien là. De l'adrénaline en toute sécurité. Ensuite, quand on est là, on met l'autre. Ce soir, les 4 copains encadrés par un guide de haute montagne dormiront ici, à flanc de falaise. Et si l'installation est excitante, elle est aussi préoccupante. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça paraît assez fin quand même comme toile de tente. Une toile, ou plutôt un portaledge, sorte de plateforme de parois solidement fixée à la roche. Ça a l'air de tenir, hein. T'as un peu peur. Et jusqu'à présent, réservé aux professionnels de l'escalade. Alors le portaledge, on l'utilise quand on fait des ascensions sur plusieurs jours dans des grandes falaises qui s'appellent des big walls. Et là, on peut rester jusqu'à 9 jours dans la voie pour faire 1 kilomètre de parois. Toucher du doigt l'inaccessible, dans un cadre somptueux, le tout autour d'une fondue, les aventuriers d'un soir sont pris au jeu. Je découvre Annecy sous un autre angle. C'est tout juste vraiment magnifique. Et le meilleur point de vue, c'est encore de là-haut, depuis la chambre d'hôtel à ciel ouvert. On va pas dire que c'est spacieux, mais cosy. Non mais là ça va, ça va mieux. On se sent bien attaché. Je pense que je vais profiter un peu des étoiles. Et puis après on va dormir. Quelques heures plus tard, l'équipe se réveille et le spectacle, lui, se poursuit. J'ai super bien dormi, mais vraiment comme un roi. C'est hyper stable en fait. Et voilà, au réveil, t'as la récompense ultime, t'as ce panorama qui est sublime. Le lac d'Annecy, enveloppé dans les nuages, de quoi accentuer encore l'effet d'apesanteur et de légèreté depuis ce belvédère un peu particulier. Notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous vous faisons découvrir les splendeurs de Vaux-le-Vicomte. Les jardins du célèbre château ont été dessinés par le nôtre. Aujourd'hui, les touristes se pressent pour découvrir l'impressionnant parterre de buis imaginé par le paysagiste. 280 000 pieds qu'il faut soigner les uns après les autres. Précédemment, nous avons visité l'atelier de ferronnerie lyonnais où Ali et Joël créaient de nouvelles grilles pour veaux. Aujourd'hui, la pause se termine. Nous allons également partager le souci numéro 1 du chef jardinier Patrick Borgeot. Conserver les broderies de buis malgré le champignon qui les mine. C'est entre 7h et 10h du matin que Brice, équipé de pied en cap, vaporise un fongicide assez agressif. Lutter contre le champignon des buis ne saurait avoir lieu en présence du public. Comme Patrick Borgeot, le chef jardinier, il a encore espoir de soigner les buis. On va essayer de finir, tu vas essayer de finir avant les grosses chaleurs, parce que sinon tu vas perdre 10 litres encore. Oui. Et puis toujours bien essayer de me faire pénétrer le produit au cœur du buis, puisque le champignon il est caché là. La réglementation qui va changer en Europe rend la tâche plus difficile encore. Ça va devenir effectivement extrêmement compliqué dans les années qui viennent, puisqu'en 2016, on n'aura plus aucun fongicide et plus aucun insecticide. Et je ne sais absolument pas comment nos jardins à la française vont pouvoir évoluer, vont pouvoir continuer à vivre. Voilà 3 ans que Patrick cherche à sauver les broderies. Car ces décors ont été inventés ici même par le nôtre. Et il tranche avec les parterres de fleurs plus répandus. Ça c'est mort de ça c'est malade, ça va crever aussi, c'est pas la peine de faire mourir. Pour contenir la maladie, il a formé des bénévoles, membres de l'association des Amis de Vaux-le-Vicomte, à la taille des buis. Consigne, ne pas faire de sentiments. C'est un crève-cœur. Complètement. Ouais, complètement. Moi, ça fait pas longtemps que je le fais. Déjà, ça me fait mal au cœur. Parce que tout ce qui repousse, là, ça repousse un petit peu. Le pied, en dessous, il est pourri. Il est malade.
Donc malheureusement, on coupe pour éviter que la maladie se propage. C'est presque un combat perdu, mais on vient toujours parce qu'on aime Vaud, alors donc on a envie de faire quelque chose. C'est peut-être des Pays-Bas que viendra la solution. Le château de Hetlo a opté pour du hou. Ilex crenata dark green, effectivement, c'est une variété de hou qui n'a rien à voir avec le hou à feuilles pointues et avec les petites baies rouges. Si ça pousse ici, le résultat esthétique est vraiment très proche. Le vert est un tout petit peu plus foncé que le vert début à bordure, mais esthétiquement c'est vraiment très très proche. Problème, le hou pousse beaucoup plus vite et plus de taille, c'est une bombe à retardement budgétaire. Sur la façade nord du château, Ali Outarzout est dépité avec ses deux compagnons. Ils n'ont pas pu poser le haut de la 3e grille. On a fait un cercle parfait, on va dire. Et on a un plat. Ça passe pas pour 2 mm. C'est le poids de l'histoire. Il y a ça aussi. On aurait pu incruster légèrement, mais on peut pas toucher la pierre, donc c'est défendu. Retour à l'atelier. Paris 14e. Préparatifs au matin de la journée que Fanny et Olympe, costumières toutes deux, attendent depuis des mois. Vu que c'est la journée grand siècle, on va se mettre en costume grand siècle. Donc vraiment 17e et non 18e, contrairement à d'habitude. Et donc c'est extrêmement différent. C'est comme si on comparait aujourd'hui avec 1914. Il n'y a pas de panier au 17e, ça va être des petits coussins en fait sur les hanches. Et puis les coiffures n'ont absolument rien à voir. Dans sa vie d'avant, Fanny était informaticienne. Je faisais un peu de costume comme ça pour le plaisir, mais mon premier contact avec le costume historique a été à Vaux-le-Vicomte pour ma première journée grand siècle. Et en fait, c'est une passion qui depuis m'a absolument pas quittée. Et puis donc il y a 3 ans, en fait, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon boulot parce que j'ai besoin de créer. Donc je me suis mis à mon compte en tant que costumière. Donc j'ai tout appris par moi-même. Ah, ça tirait bien nickel avec la télé. Leur ami Jean est venu de Rennes pour l'occasion. Il sera leur chevalier servant. Demain, les plus beaux atours et les plus élégants pique-niques XVIIe siècle vont concourir dans les jardins de Vaux-le-Vicomte. Son nom ne vous dira peut-être rien. En revanche, vous vous souvenez sûrement de son sourire. Richard Kiel, qui a incarné le rôle de requin dans 2 épisodes de James Bond, est décédé. Richard Kiel mesurait 2,18 m. Il était présenté à l'écran doté de dents d'acier. Il s'est éteint à l'âge de 74 ans. C'est un des artistes québécois les plus connus au Canada, prestidigitateur, illusionniste, humoriste. Vous allez voir qu'il a plus d'un tour dans son sac et manie la baguette aussi bien que l'humour. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Cet invité, c'est Alain Choquette. Bonjour. Mais bonjour à vous. Bienvenue en France, bienvenue Merci. ici. Alors vous êtes installé au théâtre de la Gaîté Montparnasse Oui. pendant quelques semaines, jusque début janvier. Alors j'ai dit magicien, mais j'aurais pu dire humoriste, car dans vos spectacles, l'un ne va pas sans l'autre. Ah, évidemment, et en plus de l'humour, il y a beaucoup d'interactions avec les gens. Les gens, si vous venez voir le spectacle, les gens sont impliqués, sont sollicités. Entre autres, les gens reçoivent un jeu de cartes à l'entrée et je vais leur faire un tour. Donc, les gens vont participer du début à la fin, vont jouer avec moi et l'humour se crée de spectacle en spectacle. Donc, souvent, les spectacles sont différents d'un soir à l'autre parce que l'interaction varie selon les gens. Ça veut dire que quand il n'y a pas de public, vous êtes moins... Je suis moins bon. Je suis ordinaire, pas de public. Non, mais ça va bien. C'est lié à quoi cette interaction, ce que vous recherchez? C'est dans votre manière de travailler ou justement les tours sont forcément associés au public, un peu comme un spectacle de rue? Mais en fait, quand les gens sont sollicités, qui sont impliqués, je pense qu'on les touche plus. Tant au niveau de l'émotion, au niveau de la magie, au niveau du rire. Les gens qui vont monter sur la scène, je vais les questionner sur ce qu'ils font dans la vie, d'où ils viennent, leur métier, la famille. Et avec ça, on bâtit tranquillement le spectacle. Il y a des éléments qu'on va placer
tout au long de l'heure et demie qui vont venir du début, du milieu, et ça crée vraiment un ensemble et différentes émotions aussi. Les Français sont de bons cobayes dans un spectacle de magie. Ils aiment les magiciens, les Français? Vous voulez que je réponde? Oui. Les Français sont différents de tout ce que j'ai connu jusqu'ici, parce que les Français cherchent à comprendre. Ils sont cartésiens, les Français. Et en même temps, c'est un beau défi. Et ça m'a inspiré sur un numéro où je défie des gens qui viennent sur la scène, comme je pourrais vous défier présentement. J'espère bien, on va en reparler dans un instant. Ça veut dire que vous ne dévoilez bien sûr pas vos tours aux gens sur la scène qui vous demandent mais comment vous faites? Et on me le demande régulièrement, et évidemment, il faut garder le secret. Ça fait partie du jeu. Alors, justement, comment on fait pour devenir magicien? Ça s'achète un tour de magie? Comment ça se passe? Ben, moi, je suis autodidacte. Mon premier livre de magie, je l'ai eu tout jeune, à l'âge de 12 ans, et j'ai appris plein de trucs à l'intérieur de ça. Et j'ai bâti un spectacle que j'ai présenté dans les écoles, les hôpitaux et les centres pour personnes âgées. Par la suite, c'est devenu ma passion, c'est devenu mon métier. Et évidemment, on se rencontre entre magiciens. Des fois, on échange des idées. Mais moi, c'est surtout des créations de nous que nous présentons. Alors, il y a une de vos créations qui a été reprise, je crois, par David Copperfield. Exact. Quand vous le voyez reprendre votre tour, vous êtes plutôt fier ou vous lui envoyez la facture? Les deux. Les deux. Mais d'ailleurs, il en a pris 5. Et dont le dernier, qui est un tour où il fait disparaître 12, où je faisais disparaître 12 personnes du public. Non, c'est lui qui les fait disparaître. Choisi au hasard. Et il termine son spectacle à Vegas avec ça depuis 10-12 ans. Et ça coûte combien quand on revend un tour de magie comme ça? Ça coûte, ça dépend de la longueur, ça dépend. Si c'est payé en euros, ça coûte plus cher. Alors, vous allez nous faire un petit tour de magie? En fait, je vais vous faire vivre un petit peu ce que les gens vivent quand ils viennent voir le spectacle. Je suis un très bon cobaye. Et je vais vous montrer un des premiers tours que j'ai appris. On va juste mettre ça de côté. Je vais juste en garder 2 ou 3, allez-y. OK, alors, regardez bien. J'ai ici un vieil accessoire qui est un de mes premiers jeux de cartes, aussi un de mes premiers tapis. D'accord. Alors, comme les gens vivent la magie, c'est vous qui allez la vivre. Vous allez me faire le tour. D'accord. Alors, prenez les cartes. Oui. Montrez-les aux gens pour vous assurer qu'elles sont bien différentes. Vous les regardez pas? Oui. Alors, vous êtes à l'envers, là, on voit rien. Attendez, non, il faut les ouvrir dans l'autre sens. OK, comme ça? Pas comme ça. Non, regardez bien. Je vais le faire pour vous. OK. On va le faire regarder comme ça. OK. C'est bon? C'est bon. OK, alors, vous les prenez. Oui. Vous les mélangez du mieux que vous pouvez. C'est pas votre métier, hein? Non, ça se voit. Vous jouez aux cartes, sinon vous jouez au poker? J'adore. Vous m'appelez, ils viennent pas. OK, alors vous allez m'en faire choisir une. Allez-y. Mais face en bas. Non, faut pas l'avoir. Ah, d'accord. Faut pas l'avoir. OK, oui, c'est moi qui... Ben oui, vous me faites le truc. Alors, allez-y. OK, alors, on baisse le paquet. Je choisis une carte. Je la regarde. Et je la remets dans le jeu. Là. Et là, attendez. Et là, vous remélangez. D'accord. Très bien. Ça vous fait rire quand je mélange. Vous êtes mieux dans les nouvelles. Vous les étalez sur la table. Comme ça. Et là, le but, c'est que vous devez retrouver ma carte. Que vous ne connaissez pas, que personne ne connaît. Alors, vous allez passer votre main au-dessus du jeu. Et lorsqu'il y a une carte qui vous fait un peu vibrer, vous la placez devant moi et vous ramassez le reste des cartes. Sans la regarder. Est-ce que vous sentez... Je sens rien. Je sens rien. Bon, je vais quand même en choisir une. Si vous voulez. Oui. Si par exemple je prends celle-là, c'est bon. Vous voulez. Vous la placez ici. Je la place ici. Et vous ramassez le reste des cartes. Et là, je veux juste... Vous n'avez pas vu ma carte. Non. Et vous me demandez-moi la carte que j'ai choisie. Alors, c'est quoi la carte que vous avez choisie? J'ai choisi le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle. Est-ce que vous avez réussi le numéro? J'espère, parce que sinon, à mon avis, je vais devoir changer de métier. Je retourne? Oui. OK. Ah ben, je suis très bon quand même. Bravo. Ouais, vous avez tout le talent, sans savoir. Et là, il n'y a que des 8 de trèfle? Regardez. Ah ben non, même pas. Voyez-vous le côté cartésien, là, vous venez de le vivre, là. Non, mais c'est parce que c'est comme ça. Je suis pas magique, loin de là. Donc, et ça, c'est... Alors, les gens au spectacle, au Théâtre de la Gaîté, c'est ce qu'ils vivent un peu, sont comme intégrés à l'intérieur du spectacle, et c'est ça qui fait la différence. C'est ce que j'aime faire aussi, c'est parler aux gens et les intégrer dans mes trucs. En tout cas, on y est pris, ça marche bien. Si vous voulez voir Alain Choquette, vous avez jusqu'au mois de janvier au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. 6 soirs semaine. Voilà, de l'humour et de la magie. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, la météo avec Tania Young. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Demain à 13h, vous retrouverez Élise Lucet. Très belle journée à tous.